bonjour et bienvenue dans le grand débat du web, le hashtag LGDW. C'est la nouvelle émission de Digital Business News qu'on réalise dans un studio avec du vrai maquillage, avec des vraies lumières et avec des vraies caméras pour vous permettre chaque semaine de rencontrer de vrais spécialistes du web qui sont des grandes voix du web qu'on invitera chaque semaine pour débattre des grands thèmes de l'actualité. Alors évidemment, il y a une actualité très dramatique qui nous occupe tous depuis quelques jours. Et c'est de cette actualité dont nous allons discuter pour la première édition de ce grand débat du web. On aura l'occasion évidemment dans les autres émissions de vous proposer 3 thèmes à chaque fois et une sorte de rotation de quelques minutes autour de ces 3 thèmes avec à chaque fois 3 invités et le plaisir d'animer cette émission avec Jennifer Eisenman qui est à ma gauche. Ici, bonjour, alors c'est à droite du côté de l'écran. Bonjour Jennifer. Qui sont nos invités aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nos invités, on a Stéphanie Delestre. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Alors Stéphanie, vous êtes passée par TF1, par Eurosport. Vous avez fondé CAPA. Alors CAPA, entre guillemets, c'est une plateforme un peu d'un nouveau genre. Est-ce qu'on peut dire que, en gros, Stéphanie, chez vous, le CV, on s'en fout un peu, globalement ? Oui, on s'en fout. Ce qui est important sur CAPA, c'est vos compétences. Et donc CAPA, aujourd'hui, c'est la première plateforme de travail digital en France avec un peu plus de 4 millions d'inscrits, 200 000 nouveaux membres chaque mois. Et plusieurs calculs en milliards aujourd'hui de matching chaque jour pour faire connecter les bons candidats avec les bonnes offres d'emploi. Et donc, notre objectif, c'est de tuer le chômage en France. Alors, et puis on a Julien Jacob, juste à côté de moi. Bonjour Julien. Bonjour. Alors vous avez été directeur général de CBS Interactive France et du groupe 01. Et donc là, vous avez monté Mediatou. Alors c'est quoi Mediatou ? Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de fournisseur de start-up pour les grands médias, Julien ? C'est ça, en fait, l'idée, c'est que moi, je n'oppose pas les startups et les industriels. Je pense que les startups ont besoin de process industriels de temps en temps et les industriels ont besoin d'agilité de startups. Et donc, je lance moi-même, je suis là en lancement sur 2 startups. Donc, c'est une sorte de véhicule qui me permet à la fois de lancer des boîtes, d'aider des gens avec lesquels je travaille, de vendre des startups à des industriels, d'aider des industriels à innover sur certains sujets. Voilà, c'est une sorte de fourre-tout multicasquette que j'aime bien. Média 2 même, non ? Oui, Mediatou, j'ai dit Mediatou, ça y est, mais c'est soyons vraiment internationaux. Mediatou. Voilà, je veux franco-français. Et puis, il y a Philippe Couve. Alors, Philippe Couve, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste. Vous avez notamment co-dirigé le service Internet de RFI. Vous avez participé à l'aventure de plein de pure players. Il y a Rue 89, il y a Newsring. Et alors, aujourd'hui, vous avez créé Samsa, c'est ça ? Alors, c'est quoi concrètement ? J'ai vu qu'on pouvait, entre autres, apprendre à monter une vidéo pro avec son iPhone. Donc, nous, vous imaginez que ça peut nous intéresser ? On peut tourner effectivement de la vidéo pro et la monter sur iPhone et on enseigne ça, mais globalement, on accompagne la transition numérique des médias et de ceux qui se découvrent médias. C'est-à-dire qu'on fait de la formation, on fait du conseil et pour des médias et aujourd'hui pour des ONG, pour des collectivités territoriales qui se demandent comment prendre en main ces outils, comment définir une ligne éditoriale et comment propulser leur contenu sur ces plateformes. Les présentations sont faites, donc on va pouvoir partir du principe qu'on va parler toute cette émission, donc une émission spéciale de ce que peut faire le web, ce que peuvent faire les professionnels du web en matière de terrorisme. Il y a plein de choses. On se demande aujourd'hui si dans cette nouvelle donne, il y a une possibilité réellement pour les acteurs du web d'être opérationnels, d'apporter leur pierre à l'édifice de la lutte contre le terrorisme. On va essayer d'en parler. Et on a été voir des gens aussi pour en parler un petit peu dans la rue d'une certaine façon. Oui, exactement, parce que depuis vendredi, on l'a vu, nos Facebook, nos Twitter, ils sont envahis par tout ça. Il y a eu ce fameux bouton, vous savez, Facebook, pour signaler si on était en sécurité, entre guillemets. Alors, est-ce que le web a vraiment des moyens de lutter contre le terrorisme ? Nous, hier, on était au Web To Connect et on a posé la question, regardez. Est-ce que, selon vous, le web a des moyens de lutter contre le terrorisme ? Tout à fait. Donc déjà, on le voit avec Anonymous et en fait, l'impact qu'on peut faire sur le web. Donc voilà, en un clic, on peut toucher la terre entière. La force du web, c'est clairement la force de ces acteurs. Des moyens pour ce qui est fait aujourd'hui, supprimer les comptes, qu'on puisse les détecter, que les personnes puissent identifier des comptes qui sont justement à caractère terroriste. Ensuite, ils pourraient aussi utiliser plusieurs techniques par rapport à justement les adresses IP. On peut véhiculer beaucoup d'informations, beaucoup d'idées, donc on peut délivrer des messages de paix. La bataille contre le terrorisme passe par le web. À coup sûr. La bataille passe par le web. Ça, c'est un constat que certains font. Tout le monde n'est pas nécessairement d'accord. On va essayer de vous poser un petit peu la question, de rentrer dans la diversité de ces sujets-là. Commençons par vous, Stéphanie. Est-ce que, à votre avis, déjà, de façon globale, il y a aujourd'hui une possibilité d'agir très concrètement via le web ? Je parle des professionnels d'Internet et évidemment de tous les acteurs d'Internet que sont les internautes. Alors moi, le premier point auquel je pense, c'est bien sûr la transmission à la vitesse nucléaire plus que la lumière de l'information.
C'est-à-dire qu'effectivement, le web touche le plus grand nombre et aussi les réseaux sociaux. Et moi-même, vendredi soir, j'ai été alertée par une personne qui m'a contactée sur mon mobile et qui m'a dit « Est-ce que tu es bien chez toi ?» D'abord via SMS, le plus rapide. Là, j'ai répondu. Et ensuite, tout de suite, je me suis connectée en fait, aux outils d'information pour savoir où ça se passait. Et puis, enfin, l'autre réflexe, ça a été de contacter les gens qui étaient autour de moi pour leur dire finalement ne bougez pas. Donc déjà, un premier rôle d'information. Et puis aussi, le deuxième rôle, c'est vrai, vous en avez parlé, voilà, le fameux bouton, mais qu'on a tous fait dans notre premier réseau de proximité via le web et le mobile, de dire, eh bien, écoutez, ne bougez pas, prenez soin de vous, prévenez les autres personnes. Et en fait, l'information s'est diffusée à la vitesse de l'éclair. Donc la première réaction qui a été la vôtre, c'est la réaction citoyenne, ce qui est absolument normal. On a tous eu la même. Est-ce que vous vous êtes dit un moment, très rapidement, en tant qu'acteur du web, je peux peut-être apporter ma touche dans cette bataille? Honnêtement, non. La première réaction, ça a été juste de prévenir le plus grand nombre en utilisant ces outils-là. Et juste de propager cette information en disant mettez-vous en sécurité et surtout ne bougez pas. Mais dans l'immédiateté, j'ai pas pensé à faire autre chose. Et aussi, j'étais beaucoup sur le mobile et sur les réseaux. Et finalement, dans les heures qui ont suivi, j'ai pas vu d'autres actions que celle-ci. Parce que le choc est trop rude ou vous pensez que cette idée-là, finalement, ne germera pas, même dans quelques semaines pour vous? Je pense qu'on est en train de prendre conscience qu'on va vivre dans une autre époque, dans un autre monde, dans un autre environnement. Et que finalement, on va se préparer maintenant à créer des nouveaux outils, des nouveaux moyens pour réagir certainement différemment la prochaine fois. Philippe, votre parcours, est-ce qu'il a été le même, intellectuellement parlant? C'est-à-dire la sidération d'une certaine façon, la prise de contact pour avoir des nouvelles? Moi, je commencerai après, parce qu'après le fait d'avoir prévenu ses amis, alerté un petit peu, derrière, il y a eu toute une série de choses de qualité, de précision, voire imaginaire, qui ont été diffusés. On a parlé, par exemple, de coups de feu du côté de Châtelet ou dans différents quartiers de Paris, qui sont avérés ne pas exister. Donc je pense que là, il y a un rôle, qui est notamment celui des journalistes, qui est de vérifier et de ne pas faire suivre les rumeurs, mais justement, dans toute cette circulation d'informations sur les réseaux sociaux, de vérifier, de dire ça c'est juste, ça on ne sait pas encore, et ça c'est totalement faux. C'est votre casquette de journaliste plus que celle d'entrepreneur. Mais je pense que c'est essentiel dans le moment qu'on vit, parce que je pense que beaucoup de gens qui, de facto, parce qu'ils sont sur Facebook, parce qu'ils sont sur Twitter, sont de fait des médias, puisqu'ils peuvent propager une information, tous n'ont pas ce réflexe-là, et on voit des gens de très bonne foi retransmettre des informations qui sont totalement erronées. Et donc là, je pense qu'il y a un vrai rôle pour les médias pas de caisse de résonance, mais de caisse de vérification, justement pour dire, voilà, ça c'est avéré, ça on ne sait pas, ça au contraire c'est totalement faux. On parle des médias traditionnels, des pure players également, de l'ensemble des médias. Peu importe, on ne va pas faire ça n'a aucun, pour moi, ça n'a aucun sens de faire cette distinction. C'est est-ce qu'on fait le travail ou est-ce qu'on ne le fait pas? C'est ça qui distingue en fait les deux. Derrière, pour aller plus loin et sur votre question, je pense qu'il ne faut pas confondre le rôle des citoyens et le rôle des policiers, des enquêteurs. Je pense que, alors si on est témoin de quelque chose, il faut bien sûr témoigner. En revanche, mener des enquêtes, que ça soit sur le terrain ou que ça soit sur les réseaux sociaux ou intervenir de cette manière-là, je pense que c'est quelque chose qui peut être dangereux pas forcément physiquement, mais au sens où on peut aboutir à faire disparaître des preuves, à faire disparaître des éléments qui vont manquer ensuite au moment de l'enquête. Je pense particulièrement au fait de signaler des comptes Twitter. Les comptes Twitter disparaissent, ça fait une perte d'informations potentielles ensuite pour d'éventuelles enquêtes. Jennifer, on a rencontré d'autres personnes hier. Oui, exactement. Justement, est-ce il peut y avoir une sorte d'économie de guerre? Est-ce qu'on peut créer des startups, des outils pour lutter contre ce terrorisme? On a posé cette question hier. Est-ce que selon toi, le web a des moyens de lutter contre le terrorisme? Le web, ouais. Déjà, on a prouvé là, lors des attaques vendredi soir via les réseaux sociaux. Twitter s'est manifesté le premier. C'est là où on a eu les nouvelles le premier par rapport aux attaques. La solidarité avec le hashtag porte ouverte qui a été tweeté je ne sais pas combien de milliers de fois. On pourrait en effet créer des startups. Pour moi, c'est plutôt une question d'énergie. C'est clair que Facebook a été hyper réactif sur ces problématiques-là et on a été tous, on a adoré et heureusement on a pu le faire et on a reçu surtout ceux de nos contacts et ça c'est super. Ça va être de plus en plus vers ça et par Facebook, les gros réseaux sociaux et des startups
qui vont aussi créer ce genre d'outils et d'applis. Ouais, tout à fait. Des avis donc très très différents, Jennifer. Hein. Oui, exactement. Julien, vous en pensez quoi, vous? Est-ce qu'il peut y avoir cette économie de guerre? Est-ce que les startups peuvent, entre guillemets, surfer sur... c'est délicat de dire ça, mais est-ce qu'on peut créer des outils, des applications? Non, moi, je suis pas du tout à l'aise avec ça et je suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit. C'est que, et je suis d'accord avec ce qu'a dit Philippe tout à l'heure, c'est qu'il y a un moment, il y a une fonction dans une démocratie qui est de faire respecter des lois, que les lois n'aillent pas à l'encontre de la liberté personnelle, qu'il y a des polices, des armées qui sont là pour faire ce métier. Si on enlève Internet, qui n'est finalement qu'un outil avec un effet de levier énorme, quand le téléphone est arrivé, tous les services de renseignement, donc c'est juste un moyen de communication, tous les services de renseignement se sont mis à écouter et à faire des écoutes. On se souvient des écoutes en France de l'époque Mitterrand. À la limite, c'est leur rôle, mais surtout pas qu'une société privée décide de faire la justice elle-même. D'ailleurs, vous remarquerez que les GAFA sont plutôt contre les Patriot Act, et c'est eux-mêmes qui rappellent les libertés fondamentales aux sénateurs américains. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, là, c'est que, déjà, les faucons sont en train d'arriver sur la scène politique. On va avoir droit à un Patriot Act qui, déjà, à mon avis, va remettre en cause un certain nombre de libertés fondamentales. C'est notre bien le plus cher dans la démocratie. Tous les événements tragiques qu'on a traversés jusqu'à maintenant, guerre mondiale, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, la grandeur de la démocratie, c'est de ne pas remettre en cause ces libertés fondamentales. Et là, d'un côté, le gouvernement, je pense, va y aller, mais alors surtout, pitié, pas les sociétés privées, et encore moins les Anonymous. Quand on voit des gens qui décident de faire justice eux-mêmes dans l'ombre, l'histoire nous a montré que ça finit jamais bien. Pour la liberté de l'ensemble. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Jean-François Pilou, par exemple, qui a fait un article et qui fait parler de lui, qui est un des créateurs de Comment ça marche, et qui proposait qu'il y ait une sorte de fonds un peu général qui pourrait aider des startups à disrupter, à ubériser un petit peu la lutte contre le terrorisme. Hors de question. Que ce fonds serve au gouvernement et soit utilisé à l'intérieur du gouvernement, et que le gouvernement devienne innovateur, comme on parle des industriels, et on essaye de les faire devenir innovants et agiles et lean et tout ce que vous voulez, oui. Mais ça voudrait dire qu'une société privée ou un individu privé rend justice d'une certaine manière. C'est absolument antidémocratique. Vous êtes d'accord ? Oui, plus ou moins, parce qu'on voit malgré tout qu'il y a une privatisation de la sécurité globalement, si on regarde l'évolution, et l'État, quels que soient les pays, aux États-Unis, mais en France aussi, a tendance à déléguer de plus en plus une part de son autorité régalienne à des services privés. Dans le domaine de la défense, par exemple, il y a souvent des startups très pointues, etc., qui viennent développer des outils. Donc, pourquoi pas si on parle de startups grand public, je pense que ce n'est pas effectivement la bonne chose. Si c'est des technologies pointues qui sont mises à la disposition de services de recherche, d'enquête, etc., pourquoi pas ? Ça existe déjà. Un certain nombre de startups travaillent sur des systèmes de recherche, de surveillance, ou pour l'armée depuis toujours, de toute façon. Dans le micro-trottoir, il parlait de YouTube et de ce que YouTube ou Facebook pourraient faire. C'est ça qui pose un problème. C'est que YouTube et Facebook n'ont pas vocation à faire ça. Vocation à faire ça. Il y a des règles, il y a des lois. L'incitation à la haine raciale, ça existe. Et donc, voilà, c'est pas une société privée qui doit être acteur et pourtant, ce fameux bouton, c'est vrai que quand on avait un ami qui ne l'avait pas activé, on était tout de suite en panique vendredi. Mais ça, c'est du domaine de l'information et du partage. Ça, je dirais que c'est autre chose. Là, ce qui était le sujet, c'était réussir à trouver les gens, regarder des données personnelles. En même temps, c'est une société privée, Facebook, qui a aidé à faire ça. Ce que certains considèrent comme étant le rôle de l'État, finalement, de permettre à ses citoyens, à un moment précis, par une plateforme publique, de communiquer pour savoir s'il y a un problème ou pas. Si on note juste ça, oui, Philippe. Juste pour tempérer un peu les choses sur la question des startups et de l'initiative privée, il y a un peu un contre-exemple qui existe aujourd'hui, qui est un site qui s'appelle Bellingcat, qui a été créé par un type en Grande-Bretagne. Il a commencé, lui, en regardant les vidéos qui sortaient de Syrie. Pas forcément des vidéos djihadistes, des vidéos sur les combats qui avaient lieu en Syrie, etc. Et à partir de ça, en regardant toutes les vidéos, en documentant tel type d'arme est vu sur telle vidéo qui a été tournée à tel endroit, etc., il a pu réaliser, et ils sont plusieurs maintenant, des cartographies extrêmement précises de où étaient les différents combattants en Syrie. Donc ça, c'est des choses que peut-être les services de renseignement auraient pu faire, que peut-être
des médias auraient pu faire, mais en l'occurrence, alors pour les services de renseignement, je ne sais pas, mais pour les médias, personne ne l'a fait, personne n'a eu ce soin, etc. Donc peut-être que là, il y a malgré tout des activités sur des sources ouvertes, sur des vidéos, sur un certain nombre de documents disponibles, en allant les analyser, en mettant ça dans des bases de données, pouvoir derrière en extraire de l'information utile, que ce soit pour la population générale ou que ce soit dans le cadre d'enquête. Ça, c'est peut-être des choses qui sont imaginables. Peut-être qu'on ne tire pas tout le bénéfice possible de, aujourd'hui, tous les contenus qui sont à disposition. Vous êtes tous les trois les premiers invités de la première émission du Grand Débat du Web. Il y a une douzaine de grandes voix du Web qui se succéderont dans les différentes émissions. Parmi ces 12 voix, il y a notamment celle de Benoît Raphaël, que vous connaissez bien, puisque c'est un journaliste qui a créé plein de choses. Et on est allé le voir, en fait. Oui, exactement. Donc Benoît Raphaël, j'imagine donc, que vous le connaissez, comme vient de le dire Bertrand. Donc pour rappeler un peu qui il y a l'initiative de grands médias français. On peut citer Le Poste, Le Monde Interactif, Le Plus pour le Nouvel Obs, Le La pour Europe 1. Il est aussi à l'initiative en 2007, rappelez-vous, d'un site participatif pendant l'élection présidentielle. Et il a aussi accompagné beaucoup de médias pour intégrer ce qu'on peut appeler, entre guillemets, une dose participative. Bon, le Parisien, Radio France, l'Express, Nice Matin aussi, plus récemment. Rappelez-vous, il a lancé, il les a incités à lancer une campagne de crowdfunding pour lancer une version numérique de Nice Matin. Payante. Alors moi, payante. Moi, je l'ai rencontré, Benoît Raphaël, dans un endroit que vous allez voir très symbolique qu'il a choisi. Alors, le rôle que peuvent jouer les pros d'Internet, c'est d'abord de donner les outils justement à chacun pour pouvoir agir, pour pouvoir communiquer. Alors, évidemment, Facebook l'a fait le premier, permettant aussi à chacun d'avoir des nouvelles des autres. Puis il y a aussi tous les entrepreneurs qui peuvent aussi trouver des idées et faire en sorte que de chacun puisse émerger des projets qui vont nous faire avancer. Après, évidemment, il y a les limites forcément de la liberté, du fait que chacun peut s'exprimer. C'est que, évidemment, le terroriste et Daesh utilisent aussi beaucoup Internet pour recruter. Donc, je pense que c'est aussi à chacun d'en avoir conscience, d'où l'importance aussi du rôle des médias. L'autre limite aussi, c'est que tout ne doit pas rester dans la virtualité, dans le réseau social. On a bien vu d'ailleurs maintenant avec les réseaux sociaux que ça permet aux gens de se parler, de se rassembler et surtout, ça permet aux gens de se rassembler dans des vrais lieux physiques. Et je crois que la meilleure réponse qu'on peut faire au terrorisme, et surtout quand on est parisien, on dit que Paris, c'est le lieu de la fête, c'est le lieu de l'amour, c'est de se retrouver dans des vrais lieux. Et le lendemain, d'ailleurs, on s'est tous retrouvés dans des lieux physiques, comme ici, chez le caviste de mon quartier, comme aux terrasses des cafés. Et je crois que c'est dans ces lieux-là, en fait, que se retrouve vraiment la vraie humanité. Stéphanie, à part le fait de continuer à aller au resto et boire des verres, comme le dit Benoît Raphaël, qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'il vient de te dire ? Mais finalement, peut-être que la solution, ou une des solutions, c'est au milieu, quoi. C'est aussi de laisser cette forme de liberté s'exprimer dans les startups en continuant d'être innovants. Peut-être qu'il y aura des entrepreneurs qui créeront des nouveaux systèmes de communication, des nouveaux systèmes de surveillance intelligents et qui respecteront aussi les lois. Donc je pense qu'aujourd'hui, moi, je reste très humble par rapport à tout ça. J'essaie de regarder ce qui se passe, mais je pense que finalement, on voit ce regain d'énergie et de protection, de bienveillance, et que je pense que la solution, elle est là, que les entrepreneurs vont y réfléchir, il va y avoir des idées qui vont sortir, qui vont pouvoir être picorées par les industriels, voire même par l'État, et qu'inversement, peut-être, les industriels vont aussi réfléchir, l'État aussi. Donc voilà. Donc je pense qu'on est dans une période un peu particulière où il se passe plein de choses, où les gens reprennent un peu conscience de ce qui les entoure, et il y a cet effort, cette explosion de bienveillance qui fait du bien et qui fait que je pense qu'on va le digérer dans les prochaines semaines. Stéphanie, en tant que professionnelle d'Internet, vous voyez bien que la première partie de cette guerre, ce qu'on appelle une guerre, en tout cas sur le web, a été gagnée par Daesh pour l'instant. Ils ont réussi à se structurer via le web. Est-ce que c'est déceptif de s'apercevoir qu'on peut utiliser le web, qui est votre outil chéri, à ce point-là pour ça ? Moi, je vais être un peu trash là-dessus, c'est le cas de le dire. Je pense que c'est un peu une réflexion bobo de penser que Daesh recrute uniquement sur le web. Moi, j'ai vécu en banlieue jusqu'à l'âge de mes 20 ans. J'ai vu ce qui s'y passait, même si c'était un petit moment, j'y vais encore tout le temps. Aujourd'hui, en France, on n'a pas besoin d'Internet et de Twitter pour recruter. Les jeunes se connaissent depuis qu'ils sont tout petits, ils habitent dans la même cité depuis qu'ils sont tout petits.
Ils ont créé des liens de solidarité ensemble. Et si à un moment ça déraille parce qu'il n'y a pas de job, il y a pas de voilà, bah finalement on va à la mosquée et on se retrouve là et on discute. Ou on va à la synagogue, ou on va dans un lieu, dans un café, etc. Et on discute. Et c'est peut-être là aussi. Voilà. Donc finalement, moi, je ne crois pas que ce soit Internet et Twitter ou etc. ou Facebook qui fassent le recrutement de Daesh. Je pense que c'est beaucoup plus simple que ça. Encore une fois, revenons dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, c'est juste là, les gens dont on parle sont juste des gens qui se sont rencontrés à un moment, qui ont déraillé à un moment, et on arrive à des catastrophes parce qu'en revanche, là, on peut utiliser le web, on peut utiliser les réseaux sociaux pour communiquer des choses beaucoup plus positives. On peut utiliser le web pour créer de l'emploi, etc., etc. Mais je ne crois absolument pas que Daesh recrute via le web. C'est un outil de propagande, comme on s'en sert tous pour soit faire sa propre propagande ou sur sa boîte, ou etc. Mais c'est pas là qu'ils recrutent. Moi, j'y crois absolument pas. Philippe, votre avis là-dessus? Ça sera la conclusion d'ailleurs pour vous. Je suis un peu du même avis dans la mesure où on parle aujourd'hui de gens qui, pour une partie d'entre eux, se connaissent depuis des affaires qu'on appelle l'affaire des buts de Chaumont, qui est au début des années 2000, et c'était des gens qui se rencontraient réellement. Il y a eu beaucoup de gens qui sont passés par la prison et beaucoup de choses se sont passées en prison. Donc il y en a sans doute pour qui ça s'est passé tout seul devant son écran. Ensuite, c'est probablement des gens, il y a des frères aussi, il y a des fratries, etc. Donc le lien n'est pas web. Après que le web facilite de l'échange d'informations, permette effectivement de donner une sorte d'effet de levier, mais je pense que ça n'est pas l'alpha et l'oméga du problème, c'est un outil utilisé. Si cet outil n'était pas là, ils en utiliseraient un autre. Votre conclusion de Julien également sur ce sujet-là? Non, moi je suis assez d'accord. C'est un phénomène qu'on voit souvent. Il ne faut pas regarder le doigt qui montre la lune, quoi. En fait, c'est un outil de communication. Comme tout outil de communication, il a des bons côtés et des mauvais côtés. Donc je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Je peux en rajouter. Et puis mais surtout, je voudrais rappeler entre les avantages et les inconvénients. Si vous faites la somme des deux, le côté avantage pour la démocratie, pour informer ses proches, on en a parlé tout à l'heure, pour s'informer, pour s'acculturer, pour faire plein de choses par rapport à ces inconvénients-là qui sont atroces, horribles, d'accord? Mais le solde est carrément positif. On ne peut pas avoir un outil où il y ait zéro inconvénient. Ça n'a jamais existé. Et un outil, c'est juste un moyen, c'est pas une fin. Et le début et la fin, c'est une situation en Irak et en Syrie, des situations dans les banlieues, effectivement, et la fin, c'est ce qui s'est passé là. Et entre les deux, il y a cet outil. Ils utilisent aussi les Xbox, on n'en parle pas. Ils ont utilisé des messageries, voilà. Ils utilisent tout ce qui est à leur disposition, téléphone portable compris, exactement comme nous, on l'utilise pour communiquer autour de ça. Vous parliez des moyens et de la fin, et malheureusement, c'est la fin de cette première émission du Grand Débat du Web. Le hashtag pour réagir là-dessus, c'est évidemment LGDW. Assez facile à retenir, d'autant qu'il est affiché derrière en permanence. Merci beaucoup à Julien, merci Jennifer. On se retrouvera la semaine prochaine avec une autre émission, d'autres thèmes, et cette fois-ci des invités qui seront autour de 3 thèmes différents, qui sont des thèmes plus généraux et moins circonstanciés à l'actualité dramatique du moment. Merci également à Stéphanie, à Philippe. À bientôt.